Alors, bonjour tout le monde. On va se donner encore environ une petite minute afin de s'assurer afin de permettre à tout le monde de pouvoir joindre le webinaire. Alors, comme je l'indiquais, je vois le nombre de participants qui se connectent présentement. C'est un chiffre qui est sans cesse grandissant. On va se donner encore quelques secondes avant de débuter. Nous sommes tout près de 700 personnes connectées et je vois le nombre de connexions qui continue de croître. Alors, je vais suggérer de prendre encore une trentaine de secondes avant de débuter. Je vais demander à mes collègues de lever la main s'ils m'entendent bien. Je vois le nombre de participants qui font de même. Alors, je vois que ça s'est stabilisé en termes de nombre de participants qui se connectent. Alors, dans un souci de se garder à l'heure, je vais suggérer de débuter à ce moment-ci. Alors, bienvenue à ce webinaire portant sur les essentiels pour votre plan de continuité. Je vous vois très nombreux. Je suis très heureux de vous voir si nombreux, et ce, malgré les circonstances. Je vous invite, j'invite Yasser à passer à la prochaine page. Mon nom est Vincent Cartier. Je suis associé en conseil en management chez Raymond Chabot Grant Thornton et principalement en charge des plans de continuité des affaires. J'ai près de 25 ans d'expérience en conseil en gestion de risque. Je serai accompagné aujourd'hui de Guillaume Caron. Guillaume, qui est notre leader en sécurité de l'information, comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, ayant servi des clients tant au niveau des Fortune 100, des très grandes sociétés, et aussi beaucoup de PME. Guillaume va nous amener son expertise, son point de vue au niveau de la sécurité de l'information. Nous avons avec nous aussi Éric Dufour. Éric Dufour, qui est associé en conseil management. Il est vice-président de l'une de nos régions au Québec. Il est responsable du conseil management et compte beaucoup d'années d'expérience, principalement en gestion de risque et en continuité des affaires. Et finalement, nous aurons avec nous Yasser Wali. Yasser, qui est associé en financement, et il va nous amener son expertise compte tenu du fait qu'il a plus de 20 ans d'expérience aussi à titre de banquier. Tout au long du webinaire, vous allez voir, vous allez pouvoir poser des questions à travers la petite fonctionnalité que vous voyez en bas de l'appareil, Q&A. Nous allons tenter de répondre à un maximum de questions à la fin de la présentation. Et si le temps ne le permet pas, nous allons les adresser par la suite et vous communiquer un document sous forme de questions-réponses. Alors, avant de débuter, j'espère sincèrement que vous, vos proches, vos familles, êtes au niveau physiquement, n'êtes pas impactés par le virus. Je vais rapidement passer à travers les différents éléments que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, nous allons faire un survol de la situation actuelle de la pandémie. Après ça, nous allons traiter de quelques éléments essentiels, soit l'aspect humain, l'aspect stabilisation des opérations au niveau de l'entreprise. Nous allons parler
des aspects sécurité de l'information compte tenu du télétravail et des gens qui travaillent à distance. Et on a quelques très bonnes statistiques à cet égard-là. Nous allons parler de tout ce qui est analyse, prévision au niveau financement et ce qui est offert par les différents paliers gouvernementaux pour aider les sociétés à passer à travers la crise. Et nous allons conclure en adressant les questions si le temps nous le permet. Alors, je vais profiter en fait, je vais passer la parole à mon collègue Éric Dufour. Éric? Merci Vincent. Bonjour chers entrepreneurs, chers gestionnaires. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Important au départ de se mettre en perspective, de revoir un peu l'historique de cette situation-ci, mais en même temps de se mettre en perspective face à l'historique de grands moments qu'il y a eu au niveau entrepreneurial au Québec. Donc, on a connu évidemment les grandes crises, les après-guerres, l'industrialisation, l'ère également de la Révolution tranquille, où il y a eu les mouvements de masse, la syndicalisation qui s'est installée. Maintenant, nous étions dans une période, je vous dirais, où la technologie évoluait très rapidement, la mondialisation était exponentielle. Et surtout un fait qui, moi, sur ça, je vais vous entretenir, c'est au niveau de la cohabitation intergénérationnelle. Et également la pénurie de main-d'œuvre qui a amené les entreprises, les organisations à investir beaucoup dans les ressources humaines pour mobiliser les talents, qui était devenu une ressource, une richesse pour tout entrepreneur ou entreprise ou organisation au Québec. Donc, et maintenant, nous faisons face à une situation qui est très problématique, une crise qui nous amène à une distanciation des personnes. Donc, habitués d'investir dans les ressources humaines, à créer des rapprochements, et là, nous sommes tous à distance, tous en télétravail. Important de se mettre ça en perspective parce qu'il y aura un après-COVID et il faudra veiller à garder le cap pour maintenir notre richesse au niveau des ressources humaines pour ceux qui pourront le faire, évidemment. Donc, au niveau de l'historique, les grands moments, évidemment, tout ça a débuté, évidemment, en Chine avec le virus, où il y a eu une coupure dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a eu le 11 mars, qui était une date également importante où on a qualifié la crise comme pandémie. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme impact à ce moment-là? C'était l'industrie touristique qui, en premier lieu, a été impactée très, très rapidement. L'industrie touristique qui est une industrie très importante avec 1,8 million d'emplois au Canada, 170 000 entreprises. Au Québec, c'est 402 000 employés et 30 000 entreprises. Donc, une industrie assez fragilisée. Il y a eu également, à partir de cette date-là, un frein à la consommation importante. Donc, les entreprises, vous-même, vous avez commencé à réagir et vous avez senti, dès ce moment-là, des choses importantes. Mais une date qui va rester marquée dans notre tête toute notre vie sera le 23 mars. Vous vous rappelez du 23 mars. Puis je vous dirais même qu'elle est divisée en deux. Il y a eu le 23 mars à 13 h, lorsque M. Legault nous a annoncé finalement une fermeture des entreprises. Et il y a eu à 16 h où il a annoncé le maintien des services essentiels et il a ajouté également d'autres entreprises et le listing également des entreprises catégorisées comme services essentiels. Donc, ce fut une date importante qui a ramené pour plusieurs d'entre vous vos employés à la maison. Donc, évidemment, il y a plusieurs d'entre vous qui êtes dans les services essentiels et également et qui sont en mesure d'avoir vos employés en télétravail, mais ce qu'on peut qualifier dans les statistiques, c'est une minorité. Donc, quelque chose de très important au niveau historique. Si on regarde maintenant au niveau des différentes phases, des étapes de la pandémie, Yasser peut-être passer à l'autre page. Donc, c'est un graphique qui est intéressant, qui nous amène finalement en perspective des grands moments. Vous avez dans le bas là, les grands moments là, des gestes, des décisions des entrepreneurs. Ce qui est important de retenir dans ce tableau-là, quand on écoute M. Legault et M. Arruda, c'est la deuxième vague. Vous voyez la deuxième vague, là, lorsque vous voyez le petit chiffre 6, donc il approche d'ici une quinzaine de jours. Donc, ce qu'on s'attend à recevoir comme feedback de nos gens et du marché, c'est une diminution, une reprise graduelle qui va s'installer, comme vous pouvez voir, dans un moment là, environ 3 semaines, 1 mois, selon ce qui est prévu. Évidemment, ce tableau-là fait référence à la situation et la phrase que j'ai mentionnée tout à l'heure de garder le cap. Maintenant, au niveau des enjeux des entreprises actuellement, écoutez, les enjeux viennent de toutes parts. Premièrement, on parle, évidemment, les gens sont en mode réaction. Actuellement, les personnes sont en mode réaction. Le monde sont dans une situation de pensée à court terme
et c'est tout à fait normal. Donc, au niveau des certains enjeux des entreprises actuellement, et on a beaucoup de clientèle, nous, avec qui on travaille, on reçoit des appels, mes collègues reçoivent des appels, ils sont inquiets présentement de est-ce que je suis accessible à ce programme-là? Le monde nous appelle énormément sur l'accession aux différents programmes. Je vous dirais également la sécurité de l'information. Mon collègue Guillaume va en parler tout à l'heure. Mais pour moi, de mon côté, le sujet que je vais approfondir est au niveau de la gestion des ressources humaines. C'est difficile parce qu'on a, comme entrepreneur, vous avez des décisions à prendre. Mes revenus, mes sources de revenus, la modélisation des revenus est complètement transformée. Maintenant, on fait face à une situation où il faut prendre des décisions. Donc, comment maintenir la relation avec notre ressource, nos talents, tout finalement en s'assurant que nos cash flows soient sécurisés et sécuritaires. Concernant les considérations humaines, eh bien, je vais faire le tour de ce qu'on a pu constater à travers, d'abord nous-mêmes, les décisions que nous avons prises chez Raymond Chabot, et également de votre côté, ce qu'on peut voir, c'est que les gens ont été très, très rapides. Pour la plupart, ils ont été rapides à poser les gestes au niveau de la sécurité de leur talent. Donc, dès le départ, dès le début, dès le 11 mars, on a senti des comités de gestion de crise s'installer. Et pour la petite PME, on a quand même senti des réactions où les gens ont protégé leurs talents, leurs ressources. Donc, les règles d'hygiène de base ont été assez respectées. Les gens, il y a eu toutes sortes d'idées. Les gens ont séparé leur équipe de travail pour ne pas contaminer des cellules. Donc, il y a eu beaucoup d'originalité pour se soumettre aux règles d'hygiène. Plus le temps avançait, plus on considérait le ton des consignes de M. Legault et du gouvernement. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les grandes organisations ont accéléré les mesures de prudence. Et de mon côté, ce que je peux lancer comme message ici, c'est que les employés ne nous ont jamais observés autant. Vos ressources, vos talents, vos employés observent la responsabilité des organisations face aux règles d'hygiène de base. Donc, peut-être que vous avez installé tout ce qu'il y a à installer, mais soyez vigilants. Informez vos ressources, soit sur des correctifs à apporter. Informez-les sur tout ce qui peut comporter leur santé, parce que les gens vont être des juges assez sévères sur la façon que vous allez avoir géré votre crise. Et je vais en parler à plusieurs occasions. La communication de vos personnes, c'est une chose essentielle. Au niveau des mesures, au niveau des ressources humaines, eh bien, écoutez, un mot qui résume ce qu'on doit faire à travers cette crise, tout d'abord de garder le cap. Oui, prendre des décisions responsables au niveau de nos cash flows, au niveau de la protection de notre organisation, mais garder le cap. Et un mot bien important, la bienveillance. La bienveillance sera garant de l'avenir pour votre entreprise et votre organisation. À travers l'exercice de votre contrôle des ressources humaines et de vos talents, assurez-vous d'avoir les compétences managériales autour de vous, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Il faut réfléchir sur une gestion de crise. Est-ce que nous avons l'habilité décisionnelle? Est-ce que nous avons l'habilité managériale? Et surtout, ce que je veux vous inviter à être prudent, assurez-vous d'une intelligence émotionnelle autour de vous pour s'assurer de connecter avec vos gens par rapport à leur bienveillance, leur santé, mais de transmettre les informations justes et maintenir la relation pour s'assurer que ces gens-là deviennent de moins en mieux anxieux et qu'ils puissent être sécurisés face à leur pérennité de leur travail et évidemment de votre entreprise. Donc, toutes sortes de décisions. Ce que je dirais, moi, la semaine dernière, nos organisations, la vôtre et les vôtres, ont dû tabler sur des modélisations de gel d'embauche. Dans notre organisation, c'est ce que nous avons fait. Geler les embauches. Quand on a des relations avec la sous-traitance, geler, terminer les contrats de pigistes, obliger les gens à utiliser leur banque de vacances, diminuer les heures de travail. Évidemment, ici, il y a des organisations qui ont des programmes de bonification sur le travail supplémentaire, etc. Évidemment, c'est un moment de faire une pause sur ces actions-là pour pouvoir donner du travail au plus de gens possible et de respecter les consignes. Les congés sans solde volontaires ou obligatoires, l'utilisation du temps partagé, on va en parler tantôt. Il y a une mesure intéressante. Auparavant, on la connaissait un peu, mais là, les gens vont voir cette mesure-là. Elle est intéressante, elle peut s'appliquer à vous pour vos cash flows et pour faire travailler plus de gens possible. Mise à pied temporaire. Programme de mise à pied temporaire pour plusieurs. Ils ont fait des annonces déjà de mise à pied temporaire. Écoutez,
mise à pied temporaire, il est important de comprendre que vous devez et vous pouvez garder le lien d'emploi et vous devez le faire. Donc, plusieurs de vos employés ont des équipements, des outils, également une assurance collective. C'est important d'informer vos gens sur les droits qu'ils conservent et de les sécuriser sur le fait que c'est une mesure temporaire. Maintenant, également, il y a des situations où les gens se doivent, malheureusement, dû au modèle de revenus, de faire des mises à pied permanentes. Par contre, prudence. Les normes du travail ne sont pas tombées. Vos conventions collectives ne sont pas tombées. Prudence. Ce que nous voulions faire avant COVID-19 ne pourront pas nécessairement se faire pendant COVID-19. Donc, pour ceux qui font des mises à pied permanentes, prudence avec vos dossiers d'employés et les causes justes et suffisantes. Maintenant, au niveau des ressources humaines, je vais conclure avec une chose. Assurez-vous d'être bien informé au niveau des programmes qui peuvent vous supporter. On connaît, il y a certains ministères qui peuvent vous supporter au niveau des réflexions, dont Emploi Québec. Donc, vous avez des bureaux d'Emploi Québec dans vos régions, vos organisations. Avisez-les pour qu'ils puissent vous donner un coup de pouce si c'est possible. Au niveau des programmes d'aide qu'on a vu s'installer, évidemment, on vous a parlé du programme de temps partagé. C'est intéressant parce que le programme de temps partagé peut faire travailler plus de gens, plus de personnes, mais avec un nombre d'heures limité. Et les programmes viennent supporter l'écart de revenus pour l'individu. Par contre, soyez vigilants parce que le plafond le plafond du calcul est de 54 200 $. Donc, c'est une contrainte à prendre en compte. Également, au niveau des mesures qui ont été mises en place par les ministères, on a vu également les reports de déclaration d'impôts. Il y a un crédit de TPS, TVQ pour les individus. Plus vous informerez vos ressources et vos talents sur ce qu'ils peuvent avoir, plus vous garderez un lien après le COVID-19. Il y a la prestation d'urgence de 2 000 $ par mois qui est annoncée la semaine dernière, qui est importante à transmettre l'information à vos gens que vous avez mis à pied temporaire. Très important. Et évidemment, vous devez être comme nous. Vous avez vu tout à l'heure du détail un peu plus profond sur la subvention du 75 % des emplois. On parle d'une mesure, on parle d'une justification d'une baisse de revenus de 30 %, ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc, à venir, là, mais à approfondir, c'est une chose qui, je crois, là, me semble très intéressante pour vos entreprises et vos organisations et pas nécessairement exclusif à la PME. Les OBNL vont être impliqués également. Maintenant, pour protéger la marque employeur, quelque chose de déterminant. Quand je parlais tout à l'heure de l'histoire où nous avions à cohabiter et nous avions également à vivre à travers cette pénurie de main-d'œuvre-là, également les défis que les nouvelles générations nous amènent de cohabitation. À bien les comprendre, avant le COVID-19, nous étions tous sur nos projets de ressources humaines. Nous investissions tous dans la rétention de talents. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont débuté le chantier sur la marque employeur. Je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un après COVID-19. Et ce sera les gens qui auront géré leur situation avec bienveillance, qui vont maintenir une relation durable avec les personnes. Il y a des trucs pour maintenir la marque employeur, mais c'est surtout de maintenir la bonne santé de vos gens, la bonne santé à travers ce qu'ils vivent. C'est toutes sortes de petites idées que des entreprises mettent en place. Il y a des 5 à 7 virtuels. Vous pouvez avoir des pools virtuels. Donc, il y a toutes sortes de moyens originaux pour maintenir la mobilisation. Chose certaine, vous devez mettre en place un petit comité qui va travailler sur la mobilisation des personnes à distance. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Maintenant, soyez prudents. Lorsque vous avez des gens qui sont mis à pied temporaires, vous ne pouvez pas les inciter à participer à des comités de formation ou autres. Par contre, sur base volontaire, s'ils veulent garder le lien avec l'entreprise, s'ils veulent participer à des événements, ça sera à leur gré. Maintenant, au niveau de la communication organisationnelle, on en a parlé tout à l'heure et mes collègues vont continuer à en parler également. C'est là que ça se passe. Au niveau de la communication avec nos ressources, je vous dirais que pour travailler comme consultant avec plusieurs PME, plusieurs organisations, c'est un chantier qui est souvent en cours, toujours une zone à améliorer. Maintenant, vous avez le défi de le faire. Vous devez performer à cet égard. Informer judicieusement, sobrement, à temps et être clair sur vos communications. Vous devez le faire.
Il y a des employés qui sont à la maison qui manquent d'informations présentement. Vous pensez peut-être l'avoir bien fait, mais souvent, c'est insuffisant. Important d'avoir un plan de communication avec vos ressources. C'est déterminant. Il faut s'assurer de rebondir avec cohérence en sortant de cette crise et d'atténuer au maximum les effets négatifs sur la marque employeur. Quelques bonnes pratiques en conclusion. Donc, respect des normes du travail, je l'ai mentionné tout à l'heure, très important. Le respect des conventions collectives et des ententes en place, déterminant. Le COVID-19 ne remplace pas la convention collective ni les normes du travail. Il y a des règles à respecter pendant cette période-là. Et lorsque nous sommes en réaction, on est porté à faire des gestes trop rapides sans vérifier. Vous avez vos conseillers en droit du travail qui peuvent bien vous informer. Le maintien de l'information et de la proximité avec votre gouvernance, votre conseil d'administration, vos actionnaires, vos administrateurs, ceux qui ont des conseils de famille. Important de transmettre l'information. L'encadrement et la formation de vos ressources en télétravail. Pour plusieurs, il y a des gens qui sont en télétravail, pour d'autres non. Assurez-vous d'avoir une technologie minimale pour pouvoir transmettre des choses. Il y a plusieurs des entreprises qui vont former leurs gens sur la sécurité de l'information que Guillaume va vous parler tout à l'heure, mais il y a de la formation qui peut être transmise pendant cette période-là à vos personnes. Vous devez mettre en place un comité de mobilisation également dans les bonnes pratiques. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne gestion de crise et je cède la parole à mon collègue Vincent Cartier. Merci, Eric. Merci, Eric. Je vois les questions qui rentrent. On est présentement en train de les filtrer afin de s'assurer des traités adéquatement à la toute fin. Je vais vous parler du concept de gestion d'une cellule de crise. Je vais demander à Yasser de passer à la prochaine slide dans un souci de garder le temps à 1 heure et de couvrir tous les aspects. Je vais peut-être passer rapidement sur les pages. Ici, le message est le suivant. Pour les sociétés pouvant se le permettre, des sociétés un peu plus complexes, des sociétés qui ont des opérations sur plus qu'un site, dans plus d'une province, qui ont des opérations, des fournisseurs, des clients sur d'autres pays, nous suggérons fortement de mettre en place une cellule de gestion de crise, une espèce d'état-major qui va coordonner les efforts, qui va coordonner la réponse face à cette pandémie-là. Ce que l'on voit et ce qu'on suggère, c'est que ce comité-là, que cette cellule-là soit composée des dirigeants, des principaux dirigeants, incluant les gens de communication, de ressources humaines, incluant les gens des opérations, incluant les gens qui sont en contact avec des fournisseurs importants et avec des clients importants. Ces gens-là sont là pour capturer l'information, analyser l'information, déterminer des plans d'action en réaction à tout cela et de les opérationnaliser et en faire un suivi. Nous avons un client présentement que l'on assiste, en fait 2 clients qu'on assiste présentement ou que j'assiste présentement directement et c'est cette cellule-là, ce groupe-là se réunit à tout le moins 1 fois par jour pendant près de 1 heure afin d'adresser les différents points de coordination afin de s'assurer que la situation soit bien absorbée et que la réaction de l'organisation soit adéquate. Je vais demander, en fait, un point très important, c'est de gérer cette cellule-là, gérer cette crise-là comme si c'était un projet important. Puis il n'y a rien de plus important que la pérennité, que les opérations des sociétés sur lesquelles vous êtes, ou pour lesquelles vous travaillez présentement. Prochain slide, Yasser, s'il vous plaît. Les principaux éléments à considérer. Ressources humaines. Eric, tu en as fait l'objet de ta discussion. L'important, c'est l'humain. On protège la santé de nos collaborateurs et c'est ce qu'il faut faire en premier lieu. Par la suite, c'est de maintenir les opérations tout en les protégeant. Les opérations, et on va soulever 2 éléments importants. On parle beaucoup de télétravail. Il ne faudrait pas oublier les gens qui sont dans les opérations. Il y a des gens qui sont dans des usines, dans des centres de distribution. Il y a des gens aussi qui travaillent à faire la réception de marchandises. Donc, comment mettre en place des processus, des mécanismes afin de s'assurer de répondre adéquatement à cette pandémie-là. Tantôt, une mesure de réduction de personnel, c'est un des éléments qui, je vais parler par expérience, c'est un des éléments qui a été traité en premier lieu au sein d'un de nos clients.
afin de voir, puis on va en parler un petit peu plus tard, en fonction de différents scénarios, comment on allait adresser cette mesure de réduction de personnel-là et de quelle façon. Détermination des services essentiels, un autre élément sur lequel la cellule, l'état-major, la cellule de gestion de crise doit considérer qu'est-ce qui est essentiel pour l'organisation de continuer à fonctionner présentement. En fait, ici, j'ai parlé de gestion de trésorerie. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Gestion de la paix. Présentement, les gens doivent être payés. Des gens nos anges qui travaillent présentement, les services essentiels sont payés, doivent être payés. Comment mettre en place les mécanismes pour le faire adéquatement, en le faisant à distance et de façon sécuritaire. On parle de comptabilité puis d'information de gestion interne, etc., etc. Un des éléments que la cellule doit suivre aussi, et c'est de suivre quotidiennement, parce qu'il n'y a pas une journée qui ne sort pas des nouvelles à cet égard-là, c'est toutes les mesures fiscales et les programmes d'aide qui sont annoncés. Et lorsqu'ils ne sont pas annoncés, on les raffine. On donne plus d'informations sur leur admissibilité. Prochain point est au niveau de qu'est-ce que vous devriez considérer au niveau de la cellule, la détermination de vos fournisseurs importants et même de penser à avoir un plan B pour vos fournisseurs importants. J'avais une discussion hier avec un de mes clients qui se posait la question, qu'est-ce que je vais faire lorsque mon fournisseur va me dire qu'il ne peut plus me fournir pour la raison A, B, C? Et la réponse était de voir si on pouvait être déterminé, si on était en mesure d'identifier un fournisseur qui pouvait réagir rapidement pour prendre sa place. Donc, c'est d'avoir ces plans-là. Je vous ai parlé de la détermination de vos services essentiels et des postes essentiels et le nombre d'employés minimal, le nombre d'employés minimal par service avec lequel vous pouvez continuer à opérer. Un élément qu'il ne faudrait pas sous-estimer, surtout pour les organisations qui ont peut-être plusieurs sites, c'est j'aime pas le mot prévoir, mais de considérer les actions à prendre lorsqu'il y aurait la fermeture des installations. On ne ferme pas un entrepôt, on ne ferme pas une usine, sans l'avoir planifié au minimum. Et ça va de la protection des installations jusqu'à la sécurisation mécanique des opérations. Je ne veux pas tomber dans le détail à cet égard-là, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas en 12 heures. Donc, c'est des trucs qui doivent être anticipés. Et dernièrement, pour avoir travaillé sur un dossier où ils avaient une société qui avait des opérations au Mexique, aux États-Unis et au Canada avec différents plans, c'était un élément qui a fait l'objet de longues réflexions afin de savoir comment s'adapter en fonction des situations qui évoluaient là, quotidiennement. Les autres aspects, on a parlé de communication et je pense qu'Éric en a parlé de façon plus qu'adéquate, mais je réitérais l'importance d'une communication qui est fréquente, une communication qui est claire, se donner la permission de se tromper parce qu'il y a des trucs qui changent dans le temps, mais de ne pas laisser dans l'obscurité nos gens, nos employés, et d'être, dans la mesure du possible, le plus transparent possible avec nos fournisseurs et avec nos clients importants. Au niveau légal, les éléments très importants à considérer, pour l'avoir vécu tout dernièrement, est-ce que est-ce que notre société se qualifie en service essentiel? Ou sinon, se qualifie-t-elle en partie? Donc, nos gens du légal ou nos avocats, peuvent aider les sociétés à faire face ou à réagir ou à interpréter certains programmes ou encore certaines réactions de l'organisation face à la pandémie. Trésorerie. Au niveau de la trésorerie, on vit dans une situation présentement où on ne parle pas de profitabilité, on parle de solvabilité. On vous invite à monter des forecasts, à monter une planification de l'encaisse, une gestion de la trésorerie en faisant intervenir plusieurs hypothèses, différents scénarios. Qu'est-ce qui se passerait si on doit fermer tel site durant tel nombre de mois? Et c'est quoi les impacts sur la trésorerie à cet égard-là? Donc, de rouler des forecasts, des scénarios de façon la plus réaliste et conservative possible. Dans un deuxième niveau, c'est au niveau de la gestion des risques financiers, on va vous suggérer de proactivement mettre vos banquiers dans le coup. Pour ceux qui ont du financement, de mettre vos banquiers dans le coup pour voir comment ils peuvent vous épauler. Vos comptables, les investisseurs, et de voir avec eux comment la réponse aux différents scénarios pour avoir un impact sur vos besoins de financement. Un dernier point, c'est le point au niveau des paiements. Au niveau des paiements, ce que l'on voit et ce qu'on suggère, c'est de centraliser au maximum tous les paiements afin de s'assurer d'avoir une vue très, très, très concrète, très micro de toutes les sorties de fonds qui vont se faire. Donc, présentement, ce qu'on voit,
Présentement, ce qu'on voit, c'est les sociétés qui tentent d'avoir un œil quasi unique sur ces paiements-là. Et pour les sociétés qui avaient ces processus-là qui étaient faits de façon beaucoup plus décentralisée, ils ont mis rapidement, ou on vous invite à faire rapidement mettre en place une centralisation des modes des paiements qui sont faits à vos différents fournisseurs. Plan de continuité, j'en ai fait référence tantôt, et l'élément important à considérer ici, c'est vraiment de faire une analyse la plus pointue possible en utilisant différents scénarios, hypothèses, afin de bien vous assurer là, que votre plan, tant au niveau financier qu'au niveau des gestions des ressources humaines, qu'au niveau de vos besoins de vos fournisseurs, fasse état, en fait, soit en corrélation avec vos hypothèses. Donc, les hypothèses que vous allez tenir vont avoir un impact sur un paquet de trucs. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, la gestion de crise. La cellule de crise doit couvrir différents éléments. On a parlé de l'aspect humain avec Eric. Je viens de parler de l'aspect très macro au niveau opérationnel. Deux éléments extrêmement importants sont les éléments en termes de sécurité de l'information et au niveau de tout ce qui est financement des opérations. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Guillaume qui va nous parler de tout ce qui est cyber et tout ce qui est sécurité de l'information. Guillaume? Merci Vincent. Bonjour tout le monde. Premièrement, avant de débuter, je veux prendre le temps. On est plus de 900 participants présentement. Je veux vous souhaiter à tous du courage, de la santé. J'espère que vos familles ainsi que tout le monde se porte bien. Merci Éric, merci Vincent. Du côté de la sécurité de l'information, on vit un peu une crise en parallèle à celle de la COVID-19 au niveau de la santé et de l'actualité. On a vu récemment le Centre canadien de cybersécurité émettre des communications comme quoi les attaques étaient en hausse fulgurante. On a vu au cours des dernières semaines, au niveau de nos équipes, au niveau de nos clients, on a observé une augmentation aussi des activités. On sait que dans les semaines qui vont venir, on va voir une continuité de cette augmentation-là, beaucoup au niveau des campagnes d'hameçonnage, beaucoup au niveau des attaques de rançon, d'ingénierie sociale. Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent présentement sur les médias sociaux. Beaucoup de courriels sont envoyés à vos employés. Il y a des institutions, on l'a vu dans l'actualité, Radio-Canada a émis un reportage. Google vient de sortir des statistiques comme quoi l'hameçonnage était en hausse de 350 semaine après semaine depuis le début de la crise. On a les associations de sécurité qui ont émis des communications également. Et puis, c'est bien entendu que présentement, ce qu'on voit dans le marché, c'est que surtout la PME, même la moyenne entreprise et même, je dirais, la grande entreprise, on est tous un peu en train de vivre un scénario de continuité des affaires en temps réel. Beaucoup d'entreprises étaient préparées, beaucoup d'entreprises le sont moins. Les risques sont accentués du fait que les employés se retrouvent maintenant à travailler à distance. Donc, on augmente la surface d'attaque. Il y a beaucoup de postes de travail qui ont été installés de façon très rapide pour pouvoir continuer les opérations. On a des entrepreneurs qui nous appellent en nous disant, bon, ben, mes employés se retrouvent maintenant à travailler sur leur ordinateur personnel parce qu'on n'avait pas d'équipement en place. Nos équipes TI sont débordées. Parfois, même, on n'a pas d'équipe TI. C'est des fournisseurs, des tierces parties. On sait qu'en ce moment, toute l'industrie des technologies de l'information sont extrêmement sollicitées. En fait, ils sont en train de mettre en place des nouveaux postes de travail, à changer l'architecture. On voit une augmentation donc des campagnes d'hameçonnage, des attaques de rançon. Et puis, on ne voudrait pas perdre notre information sensible. On se doit, à travers cette crise-là, de continuer à protéger nos actifs informationnels. Donc, la dernière chose qu'on voudrait voir dans une entreprise présentement, c'est un gel des opérations dû à une attaque, là, en plus de cette situation-là qui est assez particulière, qui demande beaucoup d'efforts de la part de vos équipes techniques et de la part de tous les dirigeants d'entreprise, en fait. Donc, si on regarde présentement, peut-être juste vous donner quelques petites statistiques intéressantes. Puis là, outre le COVID-19, en 2019, il y a 71 des entreprises canadiennes qui ont été victimes d'une brèche de sécurité. Là-dessus, 75 étant des entreprises de moins de 100 employés.
Et présentement, on observe un nombre d'environ 6 000 attaques de rançon par jour en Amérique du Nord. Donc, c'est une à toutes les 14 secondes. Et en moyenne, les attaquants sont au-dessus de 200 jours dans les réseaux d'entreprises avant de déclencher des attaques. Donc, ce qu'il va falloir faire de façon à très court terme, Yasser, si tu peux changer le place. Donc, des mesures de sécurité qu'on doit regarder à court terme. Surveiller et protéger de façon accrue vos postes de travail, autant à l'interne qu'à l'externe, vos serveurs. Assurez-vous que vous ayez une solution qui vous permet d'avoir de la visibilité sur les menaces. Donnez à vos utilisateurs également la chance de continuer à échanger et à partager de l'information de façon sécuritaire. On sait que les employés vont se tourner beaucoup vers le courriel pour continuer à travailler, mais certainement pour échanger de l'information parfois qui ne devrait pas être échangée par courriel. Je pense à toute la continuité du service à la clientèle dans les entreprises, etc. Donc, assurez-vous de donner des outils d'échange et de partage sécuritaire d'informations à vos employés. Assurez-vous également au niveau de la sensibilisation, très, très, très important. Donc, même si on est au beau milieu d'une crise, en fait, encore plus, étant donné qu'on est au milieu d'une crise. Donc, prenez l'occasion pour peut-être envoyer des capsules à vos employés de formation, des capsules pas trop longues, interactives, de 5 minutes sur les risques et les bonnes pratiques en matière de télétravail, les risques et bonnes pratiques en matière des réseaux sociaux, de l'hameçonnage, etc., de la gestion des mots de passe. Donc, assurez-vous également, très important, de sécuriser vos comptes courriels contre l'hameçonnage sophistiqué, l'usurpation d'identité. Donc, pas juste avoir des technologies qui vous permettent de bloquer les virus et puis les liens malveillants, mais également l'hameçonnage ciblé. Donc, l'usurpation d'identité, les fameuses fraudes du président qu'on voit, donc des gens qui se font passer pour des employés à l'interne, qui vont demander des virements bancaires. On a des clients qui nous ont appelés pour nous dire écoutez, telle personne dans mon entreprise, son compte courriel a été compromis. On a envoyé à 400 de nos clients une notification comme quoi qu'on changeait d'information bancaire. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est très important d'avoir une technologie sur vos courriels qui va vous permettre de détecter ça, de supporter vos utilisateurs dans leur quotidien. Également, mettez à jour tous vos systèmes d'exploitation, vos postes de travail, vos appareils intelligents, vos applications. Assurez-vous que vos serveurs soient mis à jour. Ça fait partie des bonnes pratiques courantes, on le sait, mais c'est encore plus le temps présentement de s'assurer que chaque petite victoire au niveau de notre posture de sécurité, qu'on puisse le faire. Et ça en est une qui est quand même assez rapide. Au niveau des tests d'intrusion, si vous mettez des nouveaux environnements techniques en place, si vous étendez votre réseau, vous ajoutez des postes de travail, vous ajoutez des points d'accès à votre réseau, assurez-vous de le faire selon les bonnes pratiques. Assurez-vous de tester vos réseaux au niveau des intrusions. Même chose au niveau des applications critiques. Au niveau des applications critiques là, de l'entreprise. Donc, est-ce que vos sites sont protégés? Est-ce que vos portails clients sont protégés? Assurez-vous de faire une vérification, travailler avec des partenaires. Ça va être important également, très important, d'essayer de minimiser l'accès à l'information le plus possible. En fait, de bien la gérer. Donc, de minimiser de diminuer peut-être le nombre de personnes qui ont accès à cette information sensible-là. Il y a des entreprises où est-ce que tout le monde a accès à tout. Ça facilite grandement la tâche pour les attaquants. Donc, pendant cette période-là, si vous avez des postes de travail qui ne sont pas utilisés, fermez-les. Si vous avez des employés qui ont été mis à pied temporairement, c'est important de fermer leur accès à toutes vos applications, au courriel, à tout ce qui pourrait amener à accéder à de l'information dans votre entreprise. Assurez-vous également de faire le travail de ce côté-là. Donc, on veut que le moins possible de personnes aient accès à cette information-là. Au niveau de vos sauvegardes de données, faites le test. C'est beau de dire oui, on fait des backups, on
on garde notre information. Assurez-vous qu'ils sont fonctionnels. Faites un scénario. Vérifiez si vous pouvez restaurer l'information. Ce n'est pas le temps de se retrouver à la dernière minute dans une attaque avec un problème opérationnel, puis de se rendre compte qu'il y avait un problème au niveau de la sauvegarde de données ou que nos sauvegardes de données sont corrompues parce qu'elles étaient déjà infectées. Assurez-vous également d'être prêtes. Puis là, je vous le dis vraiment très sincèrement, assumez, nous, ce qu'on dit en sécurité, c'est qu'on assume qu'on est compromis. Bien, soyez prêts à répondre aux incidents. Ayez la conversation avec les partenaires les plus importants autour de vous, vos conseils d'administration, vos chefs de finances, vos directeurs d'opération. Assurez-vous que vos gens de TI, bien sûr, vos gens de sécurité, assurez-vous que si demain matin, vous êtes hors service, que vous sachiez qui appeler en premier, que vous avez des diagrammes de vos réseaux qui sont prêts, que vous ayez les bons outils en place pour être capable de se relever rapidement, que vous ayez un partenaire également. Et puis, il y a des façons simples de déployer des solutions comme ça. Moi, je conseille aux entreprises de regarder peut-être aller vers des protections temporaires. On sait que beaucoup d'entreprises offrent des protections temporaires durant la crise. Donc, sans devoir vous engager annuellement pour un grand nombre de temps, bien, essayez de mettre en place au moins une surveillance au niveau de vos postes de travail. Essayez encore les points forts, là, de mettre en place peut-être une campagne de sensibilisation pour former vos employés sur les bonnes pratiques. Mettez à leur disposition, encore une fois, des outils pour s'échanger de l'information sécuritairement, peu importe la taille. On voit souvent des entrepreneurs qui me disent on ne peut pas le faire, nos fichiers sont trop lourds. On a des outils, l'industrie a des outils. On peut s'échanger jusqu'à 5 gigs de données par courriel, mais assurez-vous que ça soit fait de façon sécuritaire et encryptée. Et la même chose au niveau de vos courriels. Donc, assurez-vous d'avoir une technologie qui va vous permettre de détecter l'hameçonnage, mais également tout ce qui est l'ingénierie sociale, l'hameçonnage qui est plus ciblé, l'hameçonnage qui vise à voler vos identifiants numériques et protégez-vous au niveau de l'incident. Donc, c'est possible d'avoir des solutions intégrées, ça existe dans l'industrie. Renseignez-vous et puis on va être... c'est probablement les points les plus importants là, à toucher, je vous dirais, à court terme. On voit beaucoup les chefs de sécurité en ce moment, tous les projets qui demandent de l'ingénierie, les gros projets sont arrêtés et c'est ces projets-là présentement qu'on voit qui sont priorisés et c'est tout à fait normal. On se retrouve tout d'un coup à avoir beaucoup d'employés à l'extérieur de notre parc informatique, beaucoup d'employés qui travaillent encore une fois de la maison, souvent sur des postes qui sont peut-être désuets, non sécurisés. Donc, la surveillance de cet environnement-là va faire la clé va être la clé, dans le fond, là, de votre sécurité là, pour les prochaines semaines. Et on est toujours là pour répondre à vos questions. Sur ce, je passe la parole à Yasser, qui va pouvoir vous parler également de sa portion. Merci, Yasser. Merci à mes collègues. Merci Guillaume, Vincent, Éric. Et merci à tout le monde de prendre le temps d'être parmi nous. Pas des moments difficiles, faciles, mais je pense que les entrepreneurs au Québec, ce n'est pas la première crise, ce ne sera sûrement pas la dernière, puis on est là pour vous appuyer. On va passer un peu de temps sur le focus du côté financement, gestion de trésorerie, cash flow, et vraiment, c'est quoi les étapes à entreprendre, puis c'est quoi le focus à court terme pour passer à travers cette crise avec succès. Première des choses très importantes, c'est le fonds de roulement. Je pense du côté de fonds de roulement, c'est savoir le cash qui va rentrer, le cash qui doit sortir et analyser qu'est-ce qui est prioritaire. Les facilités de crédit. À ce moment-ci, déjà quelques semaines dans la crise, je pense que vous devrez déjà avoir eu des discussions avec vos banquiers, avec vos personnels de finances pour assurer que vos structures de financement sont adéquates. Bien comprendre c'est quoi les garanties en place, c'est quoi les marges de manœuvre, c'est quoi vos disponibilités. Ce n'est pas nécessairement le focus des autres dirigeants des entreprises régulièrement, mais à ce moment-ci, le focus devrait être là-dessus. Les cycles d'opération, vraiment, c'est quoi les ventes et les dépenses
qu'est-ce qui est absolument nécessaire, qu'est-ce qui peut être repoussé, qu'est-ce qui peut être diminué. Ça revient beaucoup sur ce que Eric puis Vincent disaient, qu'est-ce qui est absolument nécessaire, qu'est-ce qui peut être remis, et autant vos employés que vos fournisseurs, compte à recevoir payable, il faut vraiment savoir exactement c'est quoi vos cycles d'opération et revoir vos perspectives de vente. C'est quoi les revenus que vous pensez pourraient rentrer? Qu'est-ce qui va être décalé? C'est quoi l'impact direct sur les ventes et c'est quoi le timeline? C'est différent pour chaque industrie. C'est peut-être niaiseux de dire, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui ont une perspective de revenus qui augmente. Dépendant du secteur où ils sont, les choses vont pas mal mieux pour eux. Dans d'autres secteurs, beaucoup moins. Il faut savoir c'est quoi exactement votre perspective de vente et votre quantification des impacts sur les dépenses. Si vos ventes diminuent de 30 %, c'est quoi l'impact directement sur vos dépenses? Le plan d'investissement en immobilisation. Qu'est-ce qui est de l'IMO nécessaire pour opérer? Qu'est-ce qui est de l'IMO pour la croissance? Pour revoir ce plan-là, il faut faire des coupures, il faut faire des analyses et savoir exactement qu'est-ce qui est absolument nécessaire versus qu'est-ce qui va être reporté dans le temps. Les structures de financement et charges de remboursement. Je pense que la deuxième partie plus importante, c'est quoi les charges de remboursement absolument nécessaires pour vos prêts, vos financements, vos loyers, vos financements d'équipement. Et il y a des mesures en place pour soulager un peu cet impact-là. Et on va en parler un petit peu plus tard. Budget de caisse, savoir c'est quoi les chèques en circulation, c'est quoi les chèques qui devraient vous venir. Et aussi revoir l'analyse de vos créances, de votre mauvaise créance. Tout le monde est impacté, autant vos fournisseurs que vos clients. Je pense que c'est important de revoir c'est quoi la probabilité que puis l'impact sur vos mauvaises créances. Et après ça, tout ça pour venir à un scénario et d'un besoin financier qui pourrait être plus tard discuté avec non seulement vos actionnaires, mais aussi vos banquiers, les intervenants, les différents niveaux de financiers. Ici au Québec, on a différents niveaux. On a les banques à charte, on a les agences financières gouvernementaux comme Investissement Québec, la Caisse de dépôt. Après ça, on a les fonds d'action, les FTQ. On a aussi tout ce qui est capital privé. Et dans ce cercle-là, ça vous démontre vraiment l'importance de bien communiquer vos besoins à travers les différents canaux. Autant développer ce qu'on appelle le 13-week cash flow, qui est absolument nécessaire dans ces crises-là. Et après ça, vous demandez des questions et prendre vraiment les mesures disponibles à vous, mais surtout communiquer avec les investisseurs, les différents actionnaires, que ce soit minoritaire, que ce soit des partenaires financiers, que ce soit vos banquiers. La rapidité et la communication est primordiale pour passer à travers les mauvais temps. Et je pense que tout entrepreneur qui ont vu les différentes crises qu'on a eues depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui vont vous dire que pour survivre, il faut être rapide, il faut être consistant, il faut communiquer, il faut être constamment à l'afflux des programmes qui sont là pour vous aider. Et en tant que financement, pour les 6 prochains mois, je pense l'analyse du niveau d'activité, les frais fixes variables, les besoins de trésorerie, les prêts de fonds de roulement, les accords sur les conditions de paiement avec les fournisseurs et les clients et l'exposition de devises étrangères. Ça devrait être dans votre analyse et ça c'est les impacts. Les impacts de ces points-là vont être très, très, très importants. On voit la fluctuation du taux de change avec le US. Beaucoup de nos fournisseurs sont en dollars US. L'interruption, les paiements qu'on doit faire, les niveaux d'activité, comment ça va affecter votre fonds de roulement. Et tout ça, il faut amener ça à vos banquiers dans une façon structurée pour faire la demande des bonnes choses. Est-ce que c'est une augmentation de marge de crédit? C'est un assouplissement des conditions de la margination? C'est-tu des nouveaux prêts? C'est-tu des reports de paiement de capital? Il y a quand même plusieurs mesures. On va parler rapidement des mesures gouvernementaux.
Il y en a plusieurs, ça change quotidiennement. Accès n'est pas nécessairement clair, mais on sait qu'à chaque jour, à chaque heure, les programmes sortent, puis les façons d'en prendre avantage commencent à être de plus en plus claires. Par exemple, la BDC, depuis le tout début, BDC disait qu'ils étaient là pour supporter les entreprises. Là, on sait qu'ils font des prêts de fonds de roulement jusqu'à 500 000 pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté ou qui sont impactées négativement par la situation. EDC, le soutien aux exportateurs, je veux dire, ça, c'est leur rôle, l'export, mais plus pour le support d'un point de vue aide, assouplissement des conditions, les lettres de crédit, les lettres de garantie, pour être sûr que les entreprises sont capables quand même d'opérer. Investissement Québec, des prêts et des garanties de prêts. C'est sûr que les banques à charte vont aller jusqu'à un certain niveau, mais avec des impacts négatifs, eux autres aussi, ils vont avoir sont soucieux de leurs avances. Et Investissement Québec, avec leur programme, peut rendre les choses un peu plus acceptables pour les banques à charte de continuer à donner des fonds aux entreprises. Il y a les comptes d'urgence pour les petites entreprises, les programmes d'action concertée temporaire d'Investissement Québec qui sont à part du prêt et des garanties de prêt. Toutes ces mesures-là sont mises à jour régulièrement sur notre site rcjt.com. On a partagé avec tous les associés, les employés de la firme, ces mesures-là. Sentez-vous à l'aise d'aller sur notre site. Si vous n'êtes pas capable de trouver l'information, soyez à l'aise d'envoyer des courriels. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'aide pour l'analyse, pour déterminer vos besoins financiers, on a une équipe de financement corporatif qui ont énormément d'expérience dans ces mesures-là. D'autres exemples pour les institutions financières, les banques, ce qu'on voit très rapidement, toutes les banques à charte, sans aucune exception, donnent des moratoires en 3 et 6 mois aux clients. Dans certains cas, dans la plupart des cas, c'est juste le capital. Dans certains cas, même capital et intérêt. On peut reporter les paiements de certains produits de crédit. Il y a l'augmentation des marges, assouplissement de la margination et les financements sur base d'actifs. Quand les choses deviennent un peu plus difficiles, dans des financements, ce qu'on appelle cash flow, on peut se baser beaucoup plus sur nos actifs pour avoir du financement. Toutes des mesures encore. Vous pouvez trouver beaucoup de ces informations-là sur notre site Web. Et en conclusion, je vais le passer à M. Cartier qui va vous summariser tout ça. Merci, Yasser. On va aller à l'autre slide. Merci. En résumé, l'humain au cœur de notre prise de décision. Point numéro 1, et j'imagine que je n'ai pas besoin de le dire. Le point numéro 2, liquidité, capital en temps de crise. On ne gère pas la profitabilité présentement, c'est le temps de gérer la solvabilité. Cash is king. Donc, on a parlé de scénario, on a parlé de communiquer avec vos banquiers, on a parlé de parler avec vos comptables. Yasser a fait référence à des programmes d'aide. On a un site qui vous donne accès à ces programmes-là afin de les comprendre et vous permettre de les interpréter. Une cellule de crise à mettre en place, à gérer au quotidien, bâtir un état-major, mettre en place des gens qui sont responsables, qui comprennent ce qu'ils ont à faire. C'est un projet. Et garder espoir. Ça va aller. Et on va passer à l'autre slide d'une façon plus positive. Nous avons tenté de summariser différents événements qui se sont passés dans les 50 dernières années et qui ont eu un impact important sur l'économie. Et on a summarisé ici les principaux. Et on voit que, positivement, le rebond, 5 ans après ces événements-là, les choses étaient revenues plus qu'à la normale. C'est un mauvais temps. Il y a la lumière au bout du tunnel et ce n'est pas le train qui s'en vient vers nous. Il va se passer quelque chose de positif à travers tout cela. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que le cabinet, RCJT, on est là pour vous aider, que ce soit au niveau de l'opérationnalisation de la cellule de crise, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau des aspects humains, que ce soit au niveau de la gestion de vos tiers parties, vous permettre de les gérer, que ce soit au niveau de la communication. Nos professionnels, nos associés sont là pour vous aider. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Tel que promis, avant de terminer,
avant de terminer, nous avons reçu plusieurs questions, beaucoup de questions. Et en fait, je vais demander à Yasser de nous summariser les principales questions qui sont arrivées ou voir si on peut en adresser quelques-unes avant de terminer. Je rappelle aux gens que s'ils ont d'autres questions, qu'ils communiquent avec nous et nous allons partager avec vous la liste des questions-réponses afin de s'assurer qu'elles ont tous été adressées. Yasser? Oui, merci Vincent. Je vais regarder les questions rapidement. Les premières que j'ai vues, c'est encore sur la question de trouver les ressources. rcjt.com, je dois penser que ces questions-là ont été envoyées durant notre présentation. Sentez-vous à l'aise de regarder le site. On va partager une autre question rapide. C'est les présentations. On va rendre la présentation d'aujourd'hui disponible aussi. On a de l'information même plus spécifique à chacune des différentes pratiques. Sentez-vous à l'aise d'envoyer des courriels et de trouver une façon de communiquer avec nous directement. J'ai une question pour Guillaume, spécifiquement la cybersécurité. La question, puis je vais le summariser de la façon que je l'ai compris. Guillaume, considérant qu'on n'est pas capable d'être physiquement dans les lieux de travail, comment qu'on est capable d'implanter les différentes mesures de cybersécurité? Est-ce qu'ils sont capables d'être faits à distance? Oui, très bon point, Yasser, merci. Oui, absolument. Rechercher des partenaires, rechercher des solutions qui vous permettent de déployer rapidement à distance. On a beaucoup de solutions de sécurité on utilise le cloud. On est capable de se connecter au compte courriel pour les protéger. Même chose au niveau de la surveillance des postes de travail. On n'est plus toujours obligé d'acheter de l'équipement pour mettre en place des solutions comme ça. C'est des solutions qui peuvent être déployées, également poussées, si on veut, à distance dans tous vos postes de travail. Donc, tout à fait très pertinent. Ça ne nécessite pas nécessairement, même chose au niveau de la sensibilisation, c'est quelque chose qui peut être déployé en ligne. C'est quelque chose qui est, en fait, je vous dirais que c'est des solutions qui sont déjà déployées à distance dans le day-to-day. Donc, absolument, il y a moyen de le faire et ça serait la bonne chose de le faire de cette façon-là également. Excellent. Merci, merci Guillaume. L'autre question, c'était pour Vincent. On parle de crise, une gestion de crise et cellules de crise. C'est à quel moment qu'on devrait mettre en place cette cellule de crise? Est-ce que trop tard, considérant qu'on est déjà à 3 semaines dans la crise? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que dans cette cellule de crise, on amène du monde aussi de l'externe, un peu comme un conseil d'administration? Ça, c'est vraiment des gens de l'interne. Ouais, c'est une très bonne question. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ma première réflexion. De le mettre en place, si ça n'a pas déjà été fait, oui, de le formaliser. Si ça n'a pas déjà été fait, je pense que c'est la bonne chose à faire rapidement. Qui doit la composer? Je pense que c'est propre à chaque organisation. Je m'assurerais d'avoir un représentant, d'avoir un leader, d'avoir un responsable pour chacune des opérations ou pour chacune des principaux services. Si c'est une entreprise qui a plusieurs locations sur plusieurs provinces ou whatever, d'avoir des représentants de ces locations importantes-là sur sur le comité ou sur la cellule. D'avoir des administrateurs, par contre, si c'est un administrateur important de l'organisation, c'est un actionnaire unique ou majoritaire qui ne fait pas partie des opérations courantes, j'imagine que c'est du cas par cas. Si la personne connaît bien les opérations, si la personne est en mesure de permettre d'avancer dans la patente et de contribuer positivement, j'imagine que oui. La réponse est sûrement oui. Merci beaucoup, Vincent. Une autre question, c'est, puis plus une question que je vais répondre. Qu'est-ce qu'on voit pour la question de la relève d'entreprise, le transfert d'entreprise, les transactions de vente et d'acquisition? Ce qu'on voit actuellement, c'est que les gens ont mis ça sur la glace. On a vu très peu de gens se retirer complètement, qui est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que les gens, les
les financiers, les fonds d'investissement, les private equity, les stratégiques sont quand même très intéressés à faire des acquisitions. N'oublions pas où on était avant la crise, des multiples très élevés, beaucoup de capitaux. Les gens ont même plus de fonds à investir compte tenu de leur retrait du marché boursier les derniers mois. Ce qu'on pense voir, c'est un retour dès que l'impact peut être résorbé et analysé. Probablement, les transactions qui étaient en cours vont continuer avec des nouvelles conditions, des nouvelles valorisations, mais on verrait quand même nos transactions continuer. Mais l'important, c'est premièrement d'avoir de la visibilité sur la fin de la crise et l'impact que ça va avoir sur les entreprises à moyen puis à long terme. Prochaine question. J'ai une question concernant les ressources humaines. Éric, je pense que ça va être pour toi. Est-ce qu'on peut donner un peu plus d'informations sur certaines pratiques à entreprendre dès qu'on va avoir de la visibilité sur le retour du travail? Est-ce que ça devrait être fait sur une base progressive? Comment qu'on choisit quel employé et quel secteur de nos activités redémarre? Et comment qu'on planifie le retour après la crise plus spécifiquement? Effectivement, donc, je crois que la réflexion qui est déjà en cours ou qui doit se mettre en cours concernant le nouveau plan de main-d'œuvre nous demande à réfléchir sur les opérations. Il faut, pendant ce même exercice-là, prévoir la reprise. Donc, c'est important de le faire pour bien prévoir nos coûts, parce que la reprise, bien évidemment, il va falloir avoir besoin des gens. Et il y a un risque d'inquiétude sur la sécurité des premières entreprises qui vont être ouvertes. Il y a des ressources qui sont plus insécures que d'autres et il y a des entreprises qui vont peut-être avoir de la difficulté à ramener les gens. Donc, bien planifier, mais préparer déjà la communication à ce niveau-là par corps de métier. Et je vous dirais que plus vous allez donner de l'information sur vos mesures de salubrité, vos pratiques, moins d'inquiétude va exister. Donc, effectivement, il faut faire le plan immédiatement. Il faut préparer l'après-COVID au niveau du plan de main-d'œuvre. Et comme je vous disais tout à l'heure, les mesures qui sont en place sont temporaires des différents gouvernements, mais je crois que vos gens vont avoir hâte d'avoir des nouvelles de vous sur la reprise. Merci, Éric. Une autre question pour toi. J'ai énormément de questions sur la nouvelle, sur la subvention jusqu'à 75 pour les employés affectés par la crise. Je le sais qu'on a les liens sur notre site, mais Éric, est-ce que tu as d'autres informations à partager avec les gens sur l'admissibilité? Est-ce que les questions que j'ai vues, c'est l'admissibilité? L'admissibilité, moi, ce que je dirais à tout le monde, j'ai commencé à répondre à des gens, commencez à parler avec vos comptables ou nous appeler pour commencer à bâtir la justification de la baisse de 30 des revenus. L'information que nous avons, c'est les revenus bruts. Les revenus, on parle de chiffre d'affaires. On a des questions à poser à ce niveau-là. Donc, mais commencez à monter vos dossiers de justification de cette baisse. Et si ça remplace le 10 c'était assez simple, la mesure du 10 Yasser. C'était de se payer avec les prochaines déductions à la source. Donc, j'ai hâte de voir, mais on n'a pas toute l'information. Je présume que ça va être dans ce sens-là, mais à suivre demain. Mais ce qui est important pour tout le monde autour de la table, c'est de commencer à justifier votre baisse du 30 parce que j'ai hâte de voir comment ça va être audité, cette histoire-là, de cette condition qui est la principale. Excellent, merci beaucoup. On vient à la fin de notre temps. Un gros merci à ceux qui ont envoyé des questions et les questions qui n'ont pas été répondues. Sentez-vous à l'aise de communiquer avec nous et on va vous aider à trouver l'information nécessaire. Je vais le repasser à Vincent qui va clôturer l'appel. Merci, Yasser. Merci pour votre temps. C'est très, très, très apprécié. Nous espérons que ça a été utile à tous. Je rappelle que nous allons faire un document qui va être circulé à tous avec les questions et réponses dans la mesure du possible. Comme l'a bien dit tantôt Éric, il y a beaucoup de trucs qui sont encore nébuleux. Alors, je vous souhaite, dans les circonstances, une excellente fin de journée
et soyez extrêmement prudents, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir.